l'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique numéro 11 sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Marie Tamarel-Vérec, députée de l'Eure. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Carnier. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Madame Tamarel, bonsoir, vous aurez 55 ans cet été, vous êtes mariée, vous êtes maman de 8 enfants, vous êtes médecin spécialiste de la prévention proche du MoDem, vous êtes désormais affiliée à la famille... Non, je ne suis pas proche du MoDem, je suis En Marche. On va en reparler tout à l'heure. Vous êtes affiliée à la famille de la République En Marche, vous êtes vice-présidente du conseil départemental dans lequel vous êtes toujours conseillère. On va faire votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Première question, Madame Tamarel, une question d'actualité qui a d'abord été une question parisienne qui s'est ensuite déportée vers notre département. Selon la presse, Sébastien Lecornu serait candidat En Marche pour les prochaines élections régionales. Si cela s'avère officiel, on a du temps devant nous, est-ce que vous le suivrez ? Alors ça n'est pas officiel du tout. J'ai vu effectivement que un article paraissait dans le journal du dimanche à ce sujet, mais... ça n'est absolument pas, en tout cas aujourd'hui, à l'ordre du jour. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter, éventuellement, d'être une élue régionale En Marche ? Écoutez, j'y ai pas du tout réfléchi. Et pour le moment, je suis déjà sur le département et je suis déjà au niveau national. Et j'essaye je fais tout pour bien faire mon travail. Donc, je n'ai pas l'ambition de cumuler comme ça plusieurs mandats. Voilà, donc après, la conjecture politique, je ne sais pas ce que sera demain. Et puis, tout ça me paraît effectivement encore loin. Il y a d'autres échéances électorales qui sont très importantes avant, au niveau local. Donc, non, pour le moment, je n'ai pas de réponse. Alors, une question qui est à peu près similaire cette fois-ci au niveau du département. Votre jeune collègue de la 2e circonscription, Fabien Goudefard, voudrait ancrer le parti de la République En Marche dans le département afin, dans un premier temps sans doute, de préparer les échéances électorales. Est-ce que cela s'annoncera difficile, là aussi on peut se projeter, d'aller prendre, comme on dit vulgairement, des mairies très ancrées à droite notamment, puisque les municipales se préparent déjà ? Alors, le mouvement En Marche, il est déjà présent sur le département, même si effectivement, nous sommes très jeunes. Donc, il faut aussi du temps pour s'ancrer et pour se développer. Il y a Guillaume Rouget qui est le référent au niveau du département. Et avec lui, effectivement, on mène une réflexion sur notre territoire et comment être plus présent et plus proche. Après, dans ce qui est de l'ordre des élections municipales, je crois que tout mouvement, effectivement, a porté sa réflexion, ses ambitions aussi. Moi-même, j'y participerai, ça c'est sûr. Maintenant, tout est encore dans le champ de la réflexion pour le moment et rien n'est vraiment arrêté. Mais oui, je pense qu'En Marche a nécessairement son mot à dire et je pense que Sébastien Lecornu, notre secrétaire d'État, qui maintenant effectivement a rejoint En Marche, aura aussi largement sa part dans ce travail. Vous avez ouvert une permanence à Pont-Audemer, tenue tous les jours, je crois, par votre attaché parlementaire Arnaud Vidal, qu'on salue. C'est entre 10h et midi. Mais pas de permanence à Bernay, pourquoi ? Alors, sur Bernay, en fait, depuis le départ... On ne voulait pas de vous ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. On peut pas, enfin d'ailleurs c'est comme ça dans toutes les circonscriptions, avoir 2 lieux fixes de permanence quotidienne. Ça ne serait pas, réalisable, simplement. Et, ça serait peut-être de l'affichage, mais ça ne serait pas réalisable. Donc pour différentes raisons, j'ai fait le choix de Pont-Audemer. C'est vrai qu'on a 2 villes importantes sur la circonscription. Voilà. Je m'étais déjà expliqué sur ce choix. C'est pas du tout pour favoriser plus un côté que l'autre. Dans le précédent mandat, c'est vrai que c'était Bernay qui était choisi. Et sur Pont-Audemer, il y avait une mise à disposition par la mairie d'un local, si besoin, pour monsieur Hervé Morin. J'ai fait la même demande, ici. Il s'avère que ça n'est pour le moment pas possible, apparemment.
c'est pas grave, je continue. Je vais finir par trouver, c'est sûr. Faut être tenace. Mais pour recevoir les habitants de cette partie de la circonscription, il y a, j'allais dire, vraiment plusieurs communes qui sont tout à fait disposées, qui m'ont proposé effectivement de mettre à disposition des locaux, voilà, que ce soit sur Sainte-Marguerite, que ce soit voilà, sur d'autres communes. J'espère quand même... parce que c'est important pour moi de marquer le fait que Bernay compte pour moi, vraiment. Bernay compte et que je voudrais vraiment pouvoir y avoir une présence physique. Voilà. Donc je ne désespère pas, je suis têtue. Je suis une femme têtue. Donc je sais que je vais y arriver. D'accord. L'actualité la plus brûlante pour vous, en tout cas, ça a été votre visibilité dans la presse régionale, nationale et locale de par votre élection. Du monde d'élus de terroir, et c'est pas péjoratif, au Palais Bourbon, la transition a dû être spectaculaire. Comment vous l'avez vécu humainement? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais là? J'allais dire que l'impression de l'ampleur de la tâche était très bien illustrée par l'ampleur de la maison dans laquelle on arrive. C'était voilà, deux images, je trouve, qui mettaient bien en concordance ce à quoi ce mandat allait m'amener. Et du coup, j'espère que je ne décevrai personne, mais il n'y a pas eu d'euphorie, mais il y a eu la prise de mesure de ce à quoi je m'étais engagée. Et sans peur, mais à la fois avec beaucoup de... beaucoup d'engagement et de détermination, et de me dire bon, maintenant c'est parti, et j'ai besoin de gens autour de moi. Heureusement, j'ai 2 collaborateurs de pleine confiance, ça c'est très important, et puis aussi des gens d'En Marche, sur ma circonscription, qui sont des appuis, ce qui fait qu'on n'est pas seul, mais c'est vrai que c'est de grande ampleur, ça c'est sûr. Et il y a fallu, et il en faudra encore, beaucoup de travail. Vous êtes mardi, mercredi, jeudi, je crois, à Paris. Oui, c'est ça. Ça laisse peu de temps pour les habitants de votre circonscription. Est-ce que c'est un reproche qu'on peut vous faire, et pour votre vie familiale également dans un deuxième temps? Vous trouvez du temps pour répondre aux sollicitations locales et régionales? Oui, en tout cas, je n'ai pas reçu de reproches en ce sens. Je n'ai pas reçu du terrain des reproches me faisant part de mon manque de présence. C'est vrai que j'essaye vraiment, bien sûr, on se partage, ça c'est certain. À la fois, c'est vrai que la députation, c'est un mandat national, donc on se doit d'être présent dans sa mission nationale, et ça se passe à Paris, à l'Assemblée. Pour moi, c'est un vrai challenge, parce que je suis une femme rurale, et donc cette vie à Paris, ça n'est pas un idéal de vie pour moi. C'est vraiment lié à l'engagement de députée. Et même s'il s'y passe des choses passionnantes, et que voilà, le travail nous occupe, et donc je pense qu'on n'est pas là, on s'ennuie pas à Paris, mais moi je ne vois de Paris que l'Assemblée nationale. Ça n'a pas changé le quotidien des habitants de la haie d'Aubray, que vous soyez en fait député. Pour eux, leur vie continue. Moi, je suis là pour à la fois leur expliquer, que ce soit la Haie-Aubray, mais surtout à tous les habitants de la circonscription dont je suis l'élu, leur expliquer les décisions et ce en quoi elles vont interférer avec leur vie au quotidien, et aussi bien m'imprégner des difficultés, des besoins à la fois des habitants, des entreprises, des associations, des services publics, de façon à nourrir ce mandat d'élu national et de l'impliquer dans la vie législative. Notre rôle de député, il est là. Alors, on n'a pas un rôle décisionnaire local. Néanmoins, de par notre autorité politique, de par aussi notre engagement, bien évidemment, on est à l'écoute de toutes les demandes. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans les permanences. Mais je dirais pas en premier lieu parce qu'on va avoir des prérogatives décisionnaires ou sur tous les sujets qu'on va nous présenter, ou les difficultés qu'on va nous présenter, mais surtout pour bien en prendre la mesure.
parce que notre rôle, c'est de le monter à l'échelon national. Bon, après, on essaye, bien évidemment, de pouvoir apporter des solutions de facilité ou d'orienter souvent, d'avoir une bonne orientation. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que les gens connaissent bien les différentes institutions ou services ou qui peuvent leur venir en aide. On va essayer de décrypter un petit peu vos devoirs respectifs que vous avez à l'Assemblée. Notamment, vous êtes dans un groupe qui planche sur des questions de phytosanitaires, proches donc du milieu agricole. Est-ce que vous risquez de vous fâcher régulièrement avec votre mari céréalier ? Alors, d'abord, la première mission que j'ai, elle est dans la commission aux affaires sociales. Ça, c'est vraiment le travail. On vient après. Et après, effectivement, il y a différents groupes de travail. Moi, j'ai 4 groupes de travail. C'est vrai que je me suis engagée dans pas mal de causes parce que elles me paraissent très importantes. Et notamment dans ce groupe de phytosanitaires où, en tant que femme d'agriculteur, moi, j'ai un grand souci du monde agricole en France. Je pense que c'est un secteur à la fois de pointe. C'est vraiment une valeur ajoutée forte de notre économie. On est un pays agricole. Et donc, il va falloir concilier à la fois l'économie de ce secteur et les ambitions qu'on peut avoir au niveau écologique. Et dans ce groupe de phytosanitaires, pour moi, il est très important justement de représenter, en tant qu'ayant épousé la cause, et plus que la cause, parce que j'ai épousé l'agriculteur, étant très, très attentive à tout ce qui se passe pour ce monde-là, de bien représenter, et de pouvoir porter les préoccupations et les conséquences aussi de nos décisions par rapport à nos ambitions écologiques sur ce monde agricole. Vous avez compris la passion autour du glyphosate ? Enfin, la passion, entre guillemets. Oui, je crois qu'il y a une préoccupation forte de ce qui se passe au niveau écologique. Il y a eu de l'incompréhension de la part du monde agricole ? Je pense qu'il y a des impacts qui sont très importants au niveau du monde agricole. Et ça, il faut vraiment le mesurer. Et à la fois, moi, ce que souvent je rappelle dans ce groupe glyphosate, c'est il y a une mobilisation maintenant qui est nationale par rapport à ce produit, mais qui, comme tous les phytosanitaires, c'est des produits qu'on utilise, j'allais dire, par défaut, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais parce que par rapport à l'attente de la production du monde agricole, et on a besoin de produits de ce type. Moi, ce que je rappelle souvent, c'est qu'on est fixé sur un produit et pas suffisamment sur l'usage. Oui. Ce qui compte, pour moi, ça serait de dire comment on l'utilise. Et est-ce qu'on l'utilise de façon justement raisonnée, raisonnable. Et dans ce débat-là, je trouve que ça n'apparaît pas suffisamment. Bien évidemment, en tant que femme d'agriculteur et d'agriculteurs qui justement travaillent ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire c'est pas asperger à tout va des produits, mais bien évidemment les mettre au bon moment, pour une bonne raison, au bon endroit. Moi, je voulais rendre compte de ça, de la qualité et du souci des agriculteurs dans leur métier. Je ne voudrais pas qu'on les stigmatise ou qu'on dévalorise la qualité de leur métier. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La suite de cet hebdo politique où je reçois la députée de la 3e circonscription de l'Eure, Marie Tamarel. On parlait de vos missions. Vous êtes aussi dans la commission, je crois, des affaires sociales qui travaille sur les questions de santé et de handicap. Une tâche là un peu plus proche de votre travail au quotidien, de votre travail qui vous a formé, qui vous a fait femme et citoyenne. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs... C'était un choix ou on aurait pu vous proposer autre chose ? C'est un choix parce qu'en fait, dans les différentes commissions, il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale, dans les différentes commissions, on posait candidature sur telle commission. Moi, effectivement, par rapport à mon parcours et à mes compétences, ma candidature aux affaires sociales a été retenue. C'est une commission très chargée sur le plan politique, parce que non seulement elle s'occupe de la santé et du handicap, mais aussi du travail. Donc aussi de l'emploi, du chômage, de la retraite. Donc c'est une commission qui a des missions qui sont très importantes, très lourdes. Et puis nous on est très très sollicités dans ce début de mandat. Oui.
Et un sujet qui vous est cher et qui fait encore débat, qui a suscité quantité d'interventions en commission de ces affaires sociales, c'est les obligations vaccinales, l'extension de ces obligations pour les jeunes enfants avec un passage, je crois, de 3 à 11 vaccins obligatoires. C'est une mesure qui est prévue dans le cadre du projet de budget de la Sécu pour 2018. Vous êtes intervenu, du reste, pour, je cite, défendre un enjeu majeur de santé publique. Il existe malgré tout encore une petite défiance des Français, pour ne pas dire une majorité. Est-ce que vous comprenez cette espèce de tabou autour du vaccin? Alors, il n'y a pas de tabou au niveau du vaccin. Il y a, je pense, à un moment donné, je vais peut-être être un peu... dur. Vous allez oui, sembler peut-être dur, mais il y a autour des vaccins, il y a toujours eu des croyances. Et quand on adhère à une croyance, je veux dire, voilà, on peut plus rentrer dans un champ d'explicitation, parce qu'on a quand même un recul énorme au niveau des vaccins. Énorme. On a aujourd'hui près de 80% des enfants qui sont vaccinés avec ces 11 valences, je crois que c'est 75%. Donc vous imaginez le nombre de millions d'enfants qui ont été vaccinés si vraiment il y avait un problème. Mais je veux dire, ça fait belle lurette qu'on le saurait. Et c'est pas depuis 2 ou 3 ans, c'est des décennies de vaccins. Bon. Donc, mais ça, on sent bien que quand on a adhéré à une croyance, on va toujours trouver un exemple en disant oui, mais... sauf que dans l'exemple choisi ou cité, qui est déconnecté d'une observation de santé publique, vous savez, il y a toujours des choses qui interfèrent. À un moment donné, une pathologie va interférer avec une vaccination. Forcément, quand on vaccine énormément de personnes, il y a toujours des concurrences à un moment donné. Alors, on peut les interpréter. Et ça, voilà, ça ne peut difficilement pas être, discuter avec ces personnes. Par contre, ce qui est très important, c'est que pour le reste de la population, on ait un discours clair et suffisamment explicite pour qu'on comprenne. Là, il y a un enjeu, Madame Buzyn l'a expliqué de façon, je dirais, très claire et très transparente. Il y a un enjeu majeur. Il y a encore des enfants, un enfant qui meurt de méningite de la rougeole. Mais aujourd'hui, c'est impensable. On se dit, mais comment c'est possible alors qu'on a tout pour que ça n'arrive pas? Donc, c'est vrai, vous voyez, même quand j'en parle, il y a quelque chose qui est très fort chez moi en me disant, mais comment ça se fait qu'on a un outil qui est extraordinaire et que des peurs qui ne sont pour moi, mais pas que pour moi, qui ne sont scientifiquement pas prouvées, puissent décrédibiliser cette force que nous avons. Vous pensez qu'il y a des collègues médecins qui justement usent de cette peur? Je ne sais pas si c'est des collègues médecins. Parce que tout le monde n'est pas d'accord, même dans le milieu médical. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Bon. Alors forcément, on va entendre ceux qui ne sont pas d'accord. Mais la majorité de ceux qui portent ça, on ne les entend pas. Ça va être voté quand? Ah, ça y est, oui. Oui, puisque c'était au PLFSS de 2018. Donc le PLFSS est voté. Donc voilà. D'accord. Vous avez également voté l'alignement, je crois, à partir du 1er janvier 2018, tous les bébés qui naissent auront cette obligation vaccinale. Pas ceux qui sont nés avant. D'accord. À partir du 1er janvier 2018, les nouveaux bébés. Vous avez voté l'alignement des conditions de ressources et montant de prestation d'accueil du jeune enfant, ce qu'on appelle la PAGE, sur ce plus bas du complément familial, ainsi que la revalorisation prévue par le décret de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Est-ce que c'était nécessaire? C'est une mesure, j'allais dire, de justesse. Qui touche quasiment toutes les mères de famille, qui ont des enfants en garde. De justesse sur effectivement une prestation qu'il fallait harmoniser et effectivement avec la prise en compte prioritaire des familles modestes. Voilà. Ouais. Vous venez de la société civile, comme beaucoup de vos collègues députés. On vous a reproché de ne pas avoir eu de mandat dans une collectivité. Vous répondez quoi à cela? Je suis quand même conseillère départementale. Donc, j'ai eu un mandat dans une collectivité qui est une collectivité départementale. Et puis, je veux dire, en tant que citoyenne... vous êtes légitime, en tout cas. Oui, mais je crois que tout habitant de France est légitime. Parce que ça serait vraiment dommage de penser qu'il n'y aurait que ceux qui... sont tombés dedans quand ils étaient petits, qui aient le droit, effectivement, de porter un mandat politique. Ça n'est pas un métier, la politique. La politique, c'est une mission confiée à quelqu'un pour participer
au devenir de son pays et au mieux-être de ses habitants. Mais actuellement, vous n'avez pas l'impression d'être rentré en carrière politique là, actuellement ? Vous n'avez pas l'impression d'être maintenant rentré dans une carrière politique ? Elle serait courte, ma carrière, puisque j'ai commencé en 2015, voilà, et que on est venu me chercher. C'est pas moi qui ai voulu briguer ou vouloir faire carrière. On est venu me chercher par rapport à mes compétences, je pense, et par rapport à mon engagement, que ce soit dans mon métier, que ce soit social. Et que, effectivement, une fois qu'on rentre en politique, moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je l'ai fait à fond, le plus loin possible, et c'est ce qui m'a porté à un mandat national. Mais en tout cas, pour ce qui est de moi, les autres répondront, les autres hommes ou femmes politiques, je n'en fais pas une carrière. J'en fais à un moment donné de ma vie. Il y a eu cette opportunité. J'y ai réfléchi, je n'ai pas dit oui tout de suite. Mais quand j'ai dit oui, j'ai dit oui. Voilà. Et donc, ça veut dire, vous connaissant également, que vous êtes un petit peu brut de terroir, que ce mandat sera peut-être le seul. Peut-être. D'abord, vous savez qu'il va y avoir une diminution très probable du nombre de députés. Voilà, donc il va falloir rediscuter ça. Et donc là, pour le moment, je ne fais pas de plan sur la comète. Je veux bien travailler et faire du mieux que je peux sur ce mandat de 5 ans. Voilà, c'est au cours de ce mandat, des événements concourants et de ce qui va se présenter, que se dessinera effectivement la nécessité ou pas de briguer un deuxième mandat, plus pour le service que je peux rendre ou l'intérêt que cela pourra apporter aux habitants de la circonscription, que pour mes propres perspectives personnelles ou desiderata personnels. Bien évidemment, il faut quand même il faut en avoir envie. Voilà, parce qu'on ne peut pas mener une mission comme celle-là si on n'a pas envie et si on ne veut pas aller de l'avant. Oui, ça c'est vrai. Mais en tout cas, dans mon parcours personnel, on voit bien que je n'ai pas fait de la politique mon ambition de réussite. Et j'espère qu'on sent que c'est vrai. C'est pas... oui, c'est ça, c'est pas pour moi. C'est parce que j'ai envie de porter avec d'autres le meilleur pour mon pays. Ça, c'est vrai. Investi d'une mission, en tout cas. Oui, c'est une mission. Le mot n'est pas trop fort. Ouais. C'est une mission. Et vous allez avoir certainement l'impression, une fois que le travail sera accompli, on n'y en est pas encore à ce stade-là, que vous allez, à votre niveau, faire avancer les choses dans votre pays, que ce soit au niveau social ou au niveau de la santé. Alors ça, c'est mon ambition. Oui. Ça, c'est mon ambition. Ouais, ça, c'est sûr. Mais pas seul, bien évidemment, parce qu'avec ce mouvement En Marche, je me sens en concordance. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur la bonne voie, qu'on le fait vraiment de façon démocratique, positive, participative. C'est vraiment, ça habite le mouvement. Je crois que c'est vraiment, c'est réel, ça. On le voit d'ailleurs sur la façon dont se passent les comités locaux, les ateliers qu'on peut mener, toutes les actions, notamment de la République En Marche, pour vraiment faire participer les personnes du terrain. Donc oui, je suis vraiment heureuse de ça. Parce que... On est à la fin de cet entretien. Chez En Marche, il y a eu beaucoup de séminaires, des briefings, des réunions. C'était un peu à la mode scout. Plutôt garde à vous, on a dit à un moment donné. Est-ce que ça vous a saoulé ou est-ce que vous avez trouvé ça nécessaire, ces réunions ? C'est nécessaire puisque, effectivement, nous étions des gens nouveaux. Donc, il y avait beaucoup de choses à apprendre et c'était important que le mouvement nous propose effectivement des formations, des apports à la fois théoriques et puis aussi d'échanges pratiques pour qu'on s'arme le plus rapidement possible pour cette mission. Bon, après, sur le fait de dire qu'on est au garde à vous, on peut toujours trouver à dire des choses. Bon, on ne l'est pas. Enfin, évidemment, on ne l'est pas. Mais discipline, quoi. Il faut de la discipline. Mais comme dans tout groupe politique, pas plus dans le nôtre que dans les autres, pour porter
une politique, il faut que dans un groupe on soit d'accord. Si tout le monde y va de son propre chef, ça n'a pas de cohérence. Ça veut dire qu'on ne croit pas à un projet commun. Forcément qu'il faut qu'on croie à un projet commun, mais ça ne nous empêche pas du tout, je peux vous l'assurer, de dire ce que l'on pense au sein de notre groupe. Et puis après, il faut qu'on se mette d'accord sur une position commune. Oui. Dernière question. C'est pas être au garde à vous, ça. Dernière question. Madame la députée, il y a un an, vous dénonciez le sexisme et les petits arrangements entre amis dans la politique, notamment dans un monde politique proche du vôtre. Est-ce que ça va mieux maintenant que vous êtes à l'Assemblée? Est-ce que vous jugez encore qu'il y a des choses qui vous choquent ou pas? Alors, c'est pas pour faire l'apologie de mon mouvement, de mon parti, mais en tout cas, je n'ai pas senti ça au sein d'En Marche. Je pense, oui, parce que c'est vraiment... un mouvement de renouveau, des gens vraiment nouveaux, un mouvement avec un équilibre homme-femme aussi. Donc non, j'ai pas ressenti ça. Moi, c'est vrai que je suis reconnaissante au mouvement En Marche parce que parce que j'y crois bien sûr, mais aussi parce que lors des élections, je n'ai pas été dans les petits papiers d'un tel ou d'un tel pour pouvoir être élu. C'est vraiment un choix des citoyens par rapport à un projet d'un mouvement bien conduit par Emmanuel Macron, notre président. Et c'est là-dessus que le choix s'est fait. Et ça me donne beaucoup de liberté. Je suis très, très heureuse de ça et j'en suis très reconnaissante à En Marche. Parce que, je n'ai pas eu besoin d'être sous la coupe d'un tel, ou la protégée d'un tel ou un tel pour que les citoyens me choisissent. Et ça, c'est une vraie liberté. Marita Marel, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que vous êtes députée de l'Eure. Vous allez pouvoir retrouver cette hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site internet www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Carlier. Merci à Radio Sensation. Bonne soirée à tous. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.